Pour vos témoignages. Émilie, je vais te proposer de rester avec moi sur scène pour animer la prochaine interview, si tu le veux bien. Je le veux bien. Merci Charlotte. On parle du chemin vers le progrès. On va s'intéresser au chemin d'un autre homme bien connu qui notamment a fait de la conciliation du monde des affaires avec les limites planétaires le sujet de nombreuses de ses heures d'études. C'est aussi le sujet en tout cas le sous-titre de son livre qui s'appelle L'entreprise contributive. Il est l'un des ambassadeurs de la RSE le plus écouté du monde des affaires. Il est directeur du développement durable et qualité, sécurité, environnement du groupe Bouygues et il préside le C3D, la plus importante organisation des responsables RSE de France. Son chemin vers le progrès, il le fait avec un zeste de renoncement, un zeste de reconfiguration et un zeste d'innovation, je crois. Je vais le laisser vous confirmer tout ça au micro d'Émilie. Fabrice Bonifay, sous vos applaudissements. Bonjour Fabrice. Bonjour Émilie. Merci d'être avec nous ce matin. Alors Fabrice, est-ce que la RSE est la nouvelle poule aux œufs d'or? Puisqu'on parle de RSE et de performance ce matin aussi, surtout. Il y a plusieurs nuances de RSE, comme il y a plusieurs nuances de gris. Ça va de l'extrême greenwashing à l'entreprise contributive ou régénérative. Et donc aujourd'hui, toutes les entreprises essayent de se positionner sur ce continuum. Mais je ne sais pas si c'est le nouvel poule aux œufs d'or, mais enfin, on peut quand même se dire que comme ça va être de pire en pire au niveau de la situation environnementale, essentiel, tout le monde sait ça aujourd'hui, que les entreprises qui ne vont pas embarquer ça dans leur stratégie d'une façon sincère ont quand même un petit peu de soucis à se faire. Alors déjà, leurs clients vont les challenger de plus en plus. Les collaborateurs ne souhaitent, ceux qui sont éduqués en tout cas, ne souhaitent plus travailler pour les entreprises qui font du mal au bien commun. Et on voit bien quand même que l'étau se resserre auprès de ceux qui ne sont pas alignés sur cette nouvelle dimension, quitte à prendre en compte aujourd'hui dans la stratégie des boîtes. Donc, nouvelle poule aux œufs d'or, est-ce qu'on va gagner encore plus d'argent avec ça? Je pense que non. Mais je pense que c'est une assurance vie, avant toute chose, pour maintenir son activité, maintenir sa license to operate et rester en vie dans un monde qui va devenir très turbulent. Alors, on parle de performance justement. Justement, on parle de quelle performance quand on parle de performance RSE? Alors déjà, il faut rester en vie, d'un point de vue économique, mais la façon de gagner de l'argent des années d'avant et même encore d'aujourd'hui, ça ne sera pas la façon de gagner de l'argent de demain, ça c'est une certitude, parce qu'on va être dans une économie qui va se contracter aujourd'hui, on va avoir moins de flux physique qui va rentrer dans l'économie. Donc, de plus en plus, ces entreprises vont devoir choisir entre continuer de promouvoir des produits non essentiels et essentiels, parce qu'ils vont être challengés par leurs parties prenantes sur cette notion d'utilité. Est-ce que c'est vraiment utile de fabriquer des produits qui ne correspondent pas d'abord, pas forcément, ça peut correspondre aux attentes des clients, mais ça ne correspond plus en tout cas aux attentes de la planète. Et comment déjà en survitesse par rapport à l'exploitation des ressources, bien, il va falloir qu'on fasse preuve de sobriété, sobriété dans la fabrication des produits tout court, et puis d'arrêt, tout simplement, de renoncement sur les produits qui ne sont pas essentiels. Donc la question, c'est comment on mesure. C'est clair que le tableau de bord des années 90, 2000, 2010, c'était le cash flow. Le tableau de bord des années à venir, ça va être, oui, le cash flow toujours, mais est-ce que ma trajectoire tend vers le net zéro ou pas? Et ça sera concomitant, il va falloir piloter les deux en même temps. Alors j'entends beaucoup de gens qui disent oui, mais il n'y a pas que le climat, il y a aussi le social, il y a aussi, c'est vrai que la RSE, le spectre est large. Enfin, de vous à moi, si on n'arrive pas à gagner la bataille du climat, on ne gagnera aucune des autres batailles. Donc c'est quand même la mère des batailles pour les entreprises aujourd'hui. Donc le deuxième indicateur, c'est est-ce que ma trajectoire net zéro qui passe par un point à moins 40, moins 50% d'émissions tout scope en absolu d'ici 2030, est-ce que je la tiens ou pas? Et puis ensuite, pour la deuxième période, c'est la période 2030-2050, pour aller vers la contribution à la neutralité carbone planétaire, est-ce que je continue de rester vivant sans émettre de CO2? Parce qu'en fait, l'objectif, il est simple. On doit pouvoir faire du business avec moins 90% de nos émissions tout scope d'ici 2050. C'est juste énorme. Et ça veut dire qu'il va falloir reconfigurer complètement les modèles économiques et arrêter beaucoup de business écocide ou non essentiels.
Ça passe par quoi? Par un investissement RSE? Et est-ce qu'il coûte cher cet investissement RSE? Combien va coûter l'inaction, hein? On voit aujourd'hui, tant que ça ne se voyait pas, tout ça, tout le monde s'en foutait complètement. Hein. Mais les chiffres sont juste effroyables. Hein. Aujourd'hui, l'actualité, une actualité, on voit bien aujourd'hui qu'un incendie chasse une sécheresse qui présente un... Enfin, on voit bien que les événements climatiques aujourd'hui se multiplient partout sur la planète. En Espagne, aujourd'hui, on a 80% du pays qui est touché par une sécheresse qui est plus qu'historique. La France a récupéré une partie de l'eau qu'elle n'avait pas eue pendant l'hiver, mais enfin, ça reste dramatique pour le sud de la France. Les incendies au Canada. Enfin, on voit bien aujourd'hui qu'on est quand même dans une période qui est juste très, très anxiogène. Et on voit bien que tous les ans, c'est de pire en pire. Donc si on continue comme ça, si on continue notre inaction, notre apathie par rapport à ça, mais il n'y a aucun business viable dans une planète qui va devenir une étuve. Et chaque dixième de réchauffement climatique supplémentaire en fréquence et en gravité va augmenter ces épisodes climatiques indésirables. Donc il faut qu'on fasse preuve de lucidité et aussi de responsabilité, parce qu'on parle beaucoup de responsabilité sociétale des entreprises, mais on ne parle pas suffisamment de l'irresponsabilité aujourd'hui de beaucoup d'entreprises qui continuent de faire perdurer un modèle qui ne devrait plus exister. Oui, le fameux greenwashing, de ne pas dire face au greenwashing, décidément, c'est vrai que c'est pas simple. On vit dans une période où il faut essayer de trouver le juste milieu, de s'investir. Et on aimerait savoir qu'est-ce que la RSE, au fond, va me faire gagner, Fabrice. Si on réfléchit comme ça, qu'est-ce qu'on... Ça va faire gagner de la résilience, ça va faire gagner aussi la capacité à rester en vie, ça va faire gagner, pour certains, peut-être des nouveaux marchés. Alors moi, je pense pas que toutes les approches liées à la croissance infinie dans un monde fini en ressources soient possibles. Par contre, je pense qu'il y a des entreprises qui vont s'en sortir mieux que les autres, parce qu'elles seront sur des business qui sauront concilier en fait les attentes de leurs clients. Parce qu'en fait, une entreprise sans clients, ça ne va pas très vite, ça ne va pas très longtemps, mais aussi les limites planétaires. Parce que les limites planétaires, jusqu'à présent, aucune entreprise ne les intégrait en tant que données d'entrée de leur stratégie. Voilà. Une entreprise établissait sa stratégie par rapport à son positionnement concurrentiel, par rapport à son marché, d'une façon générale. Et puis ensuite, on allait taper dans les ressources pour fabriquer le produit ou le service dont on avait besoin. Et les ressources étaient perçues comme des commodités, en fait. Hein. Et alors que là, c'est central. Est-ce qu'une fois qu'on s'est dit qu'il fallait moins polluer et moins émettre de gaz à effet de serre, il faut maintenant passer au cap d'après, de se dire il faut penser économie circulaire, voilà, et être complètement dans une utilisation raisonnée des ressources. C'est ça le cap d'après pour réussir cette transition-là? C'est là où je voulais en venir. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, dans les données d'entrée de la stratégie, c'est pas simplement comment je me positionne par rapport aux autres et qu'est-ce que je veux prendre comme part de marché. C'est j'ai le droit de polluer avec. C'est quoi mon droit à polluer? Alors déjà, pour l'empreinte carbone, c'est 0. Voilà. Donc déjà, il faut que j'arrive à produire ma valeur sans émettre de CO2. Puis ensuite, il y a l'empreinte ressources. Ressources, c'est-à-dire les métaux, hein, qui sont nécessaires pour faire nos business. On utilise des matières premières, renouvelables et non renouvelables. Il y a de plus en plus de conflits d'usage. On voit bien actuellement aux actualités, hein, les conflits d'usage sur l'eau, sur la biomasse. Donc là aussi, il n'y aura pas toujours des solutions de substitution. Et in fine, quand on va s'apercevoir qu'on n'y arrivera pas avec des approches traditionnelles, il faut changer de modèle d'affaires. Modèle d'affaires, ça veut dire passer d'un modèle linéaire aujourd'hui à un modèle permacirculaire basé sur l'usage. Je fabrique moins de produits, beaucoup moins de produits, mais qui vont être beaucoup plus durables, au sens où ils vont être réparables. Et je ne les vendrai plus, ces produits, je vais louer leur usage. Donc ça s'appelle l'économie l'économie de la frugalité. De la fonctionnalité. De la fonctionnalité. Ouais. Tout à fait. Non, j'allais dire que cette période Covid a mis un petit peu l'église au milieu du village sur la capacité d'être essentiel et utile. Ça va aussi dans cette réflexion d'utiliser les ressources, de se poser la question si je suis essentiel et comment je peux être utile avec ces questions de raison d'être, avec la loi Pacte et les entreprises à mission. Donc il y a aussi se poser la question de en quoi je suis utile et en quoi je n'épuise pas la planète en utilisant les ressources. C'est un peu tout ça
ça qui est oui, corrélé. c'est un peu, on peut résumer ça en 2 questions. Hein. Les entreprises doivent se poser la question qu'est-ce qui manquerait à l'humanité si mon entreprise n'existait pas? Donc ça, c'est les singularités positives que l'entreprise apporte. Donc en termes de qualité du produit, en termes une entreprise, ça paye des impôts, ça participe à la vie sociale, ça permet accessoirement aussi de payer des salaires. Alors ça, c'est le côté plutôt positif, mais aussi qu'est-ce qui irait mieux si mon entreprise n'existait pas? Donc c'est mes externalités négatives. Et donc ça, c'est les pollutions dans l'eau, dans l'air, etc. Et pendant très très longtemps, et encore jusqu'à aujourd'hui, on considérait que l'environnement et même le social, dans certains cas, c'était un peu une variable d'ajustement du business. Et on se disait, bon, voilà, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Déjà, je paye des impôts, je paye des salaires, etc. Donc, j'ai le droit de polluer un petit peu. Bon, on a raisonné comme ça pendant des années parce que notre système comptable, aujourd'hui, ne nous permettait pas de voir la réalité de notre performance, parce que c'est facile de gagner de l'argent en pillant la planète, parce que c'est ce qu'on a fait tous collectivement pendant des années, parce que dans notre système comptable, on compte ce que l'on gagne, mais on ne compte pas ce que l'on doit. Donc ce que l'on doit, c'est-à-dire la maintenabilité des écosystèmes, le cycle de l'eau, le cycle du climat, le cycle de la pollinisation. Par nos activités humaines, on les perturbe beaucoup, on les perturbe, on les casse même. Et tant qu'il y avait cette grande résilience planétaire qui nous a bien servi pendant des années où finalement la planète était tellement grassouillette, il y avait tellement de ressources, elle était tellement capable de retomber sur ses pieds qu'on a poussé le cursus et le seuil très très loin, sauf qu'on arrive maintenant à ces fameuses limites planétaires où on ne peut plus continuer parce que la planète, elle dit stop. Et chaque dixième de degré supplémentaire de réchauffement vont provoquer des dégâts qui vont être énormes. Donc les chiffres qu'il faut quand même avoir, c'est que le GIEC nous dit quoi en fait? Parce que après on peut se raconter des carabistouilles, hein, mais on vient d'atteindre, il y a quelques jours, 423 ppm de CO2 en concentration dans l'atmosphère. Alors pour la plupart des gens, ça dit strictement rien, mais c'est le marqueur en fait du changement climatique aujourd'hui. Et au rythme actuel des émissions mondiales, aux alentours de 50 gigatonnes par an, on aura atteint le fameux seuil des 1,5 degré en 2032, alors que le GIEC avait prévu qu'on l'atteigne en 2100. Donc avec 68 ans d'avance sur le système, c'est juste dramatique. Mais ça veut dire aussi que les entreprises ont la capacité de régénérer aussi nature, la planète. L'idée, c'est ça. Mais certaines le font déjà, oui, sont déjà inscrites là-dedans. Il faut lire le livre. Il faut lire The Good aussi. Je vous invite à nous suivre. Donc l'idée, effectivement, heureusement d'ailleurs qu'il y a des solutions, parce que ce serait juste sinon dramatique. Hein. Donc il y a des solutions pour produire la valeur autrement en restant vivant et en continuant de générer du cash pour l'entreprise, pour l'actionnaire, mais il faut tout changer. Il faut changer vraiment le modèle de A à Z. Il faut le faire avec les clients, il faut le faire avec les parties prenantes. C'est long. Alors, il y a de plus en plus de grandes entreprises aujourd'hui qui s'intéressent sur ces modèles régénératifs, donc dans la foulée des travaux de la Convention des entreprises pour le climat que Éric Duverger a mis en place il y a 3 ans. Et il y a un mouvement des entreprises régénératives qui aujourd'hui est en train de monter. Alors, elles sont en train de shifter. Hein, donc, on travaille aussi beaucoup en s'appuyant sur les travaux du Shift Project de Jean-Marc Jancovici, qui donne aussi un certain nombre de bases techniques pour prendre en compte les flux physiques dans l'économie, ce qui est quand même absolument indispensable. Hein. C'est un non-sens de ne pas l'avoir fait plus tôt. C'est là que les économistes, d'ailleurs, ont failli dans leurs travaux, en vendant aux dirigeants de la croissance verte, du technosolutionnisme, du découplage. Tout ça, c'est des fake news, hein, ça n'arrivera pas. Donc il faut lutter aussi contre ces mensonges et expliquer qu'on peut créer la valeur autrement et qu'il nous reste maintenant très très peu de temps pour inverser une tendance qui est quand même assez mal barrée et que la France, l'Europe, comme on n'a pas d'énergie fossile, on a tout intérêt à mettre en place rapidement, nous, ces modèles économiques dans nos entreprises, parce que de toute façon, on achète 90% de l'énergie fossile que l'on consomme aujourd'hui. La France, c'est encore 70% d'énergie fossile consommée sur notre mix énergétique global. Hein. La France n'est pas du tout un pays bas carbone, contrairement à ce qu'on dit. On est bas carbone sur l'électricité, mais sur l'empreinte énergétique globale, on n'est pas bas carbone du tout. Et on achète cette énergie à l'extérieur. Donc si on veut faire en sorte de retrouver une certaine souveraineté, faire en sorte aussi de payer moins d'énergie fossile aux pays importateurs, on a intérêt à mettre en place des modèles économiques extrêmement sobres. Et ensuite, on pourra, je pense, même exporter ce savoir-faire de la sobriété dans tous nos modèles d'affaires à l'étranger, parce que tôt ou tard, même les Chinois, même les Américains finiront par s'y mettre, parce que de toute façon, les pics
pétroliers et gaziers qui ont été repoussés plusieurs fois grâce à la technologie. Je pense qu'on arrive à la limite même de la technologie aujourd'hui sur l'exploitation de ces ressources. Et quand bien même on aurait les technologies pour en exploiter toujours plus, on a quand même l'épée de Damoclès du climat qui nous rappelle qu'on a tout intérêt à garder les réserves qui restent aujourd'hui et qui sont gigantesques là où elles sont, si on ne veut pas continuer de réchauffer la planète. Merci beaucoup Fabrice. Je rappelle le titre de votre livre parce que ce n'est pas qu'une théorie, il a vraiment expliqué avec une méthode, avec Céline Puffardi-Juilly. Vous avez rédigé L'entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires chez Duno. Il sera disponible en anglais, hein, parce qu'en fait, comme il fonctionne très bien, on a la 7e réimpression. Il va être disponible en anglais à partir du mois prochain. Donc pour ceux qui ont des filiales à l'international, ce sera possible. Et si vous voulez aussi suivre le MOOC du C3D qui explique tout ça, qui est un MOOC gratuit en français et en anglais, que vous pouvez aussi télécharger sur le site du C3D, qui est le MOOC le plus utilisé en France aujourd'hui, avec les plus grands spécialistes français, économistes, hétérodoxes et climatologues, qui expliquent comment on peut mettre en place un modèle d'affaires plus vertueux dans nos entreprises. Merci beaucoup Fabrice. Merci. Merci à tous les deux. Merci Fabrice pour cette transmission d'informations. Merci Émilie de donner la parole aussi à ces acteurs dans The Good, qu'on retrouve donc en papier à la sortie et sur Internet, en newsletter hebdomadaire, je crois.